Orthographe adoptée. Céléen. La lune fendait la forêt en lamelles d'argent. Le sentier, à peine plus que la trace d'un passage d'animaux, exhalait la résine et la chair humide des feuilles. Quelque chose craqua, branche peut-être, et Alia sut avant d'avoir vu que l'urgence portait un rythme différent. Elle courut sans penser à la fatigue, aux cicatrices qu'elle habitait comme des cartographies, jusqu'à la clairière où un souffle rauque l'obligea à ralentir. Là, contre la berge boueuse, un petit corps haletait, fourrure comme du lin blanc taché de rouge sombre, yeux plus clairs que le ciel d'hiver, respiration brève et désordonnée. Autour, des silhouettes s'étaient éteintes comme des ombres repoussées. Des pas avaient fui, mais une odeur de fumée et de jeux de couteau pendait encore. Avant d'aller plus loin, si vous aimez ces récits d'empire et de sacrifice, restez jusqu'à la fin de l'histoire. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la suite. Un like aide ces voix qui se tissent lentement à trouver d'autres oreilles. Alia plongea sans hésiter. L'eau mordait. Elle goûta l'oxydation comme du métal dans la bouche, sentit la faible chaleur d'une brûlure magique blanchir le long de ses doigts quand elle passa la main sous le chiot. Il était plus lourd que son apparence, comme si le destin avait pris du poids en plus des blessures. Elle le souleva, enveloppant son corps frémissant contre son propre manteau, sentant sous la peau du jeune animal un tremblement qui lui rappelait, à son corps défendant, une résonance du tissu même de la vie qu'elle savait tisser. À l'instant même où ses doigts trouvèrent une plaie qui ne saignait que d'une pâleur étrange, Alia sentit la ficelle interne de sa magie vibrer. Un fil ténu qu'elle pouvait tresser et recoudre, mais à un prix. La lumière blafarde d'une torche apparut, et derrière elle, la silhouette d'un homme s'arrêta sur la rive avec un bruit de bottes dans la gadoue. « Par ici !» cria une voix. « Marius !» pensa-t-elle. La voix portait le métal des ordres et la fatigue des heures en sentinelle. Alia ne répondit que par un hochement, les dents serrées. Elle connaissait les lois non écrites. Sauver un chiot de meute ordinaire n'attirerait pas tant d'attention. Mais ce chiot gisait contre son cœur comme une promesse fragile. Quelque chose en lui battait au rythme des vieux noms que l'on prononçait à voix basse dans les veillées. Elle sentit, d'un coup, un nom qui n'était pas le sien effleurer ses lèvres. Céléen. Le murmure lui échappa avant qu'elle ne comprenne qu'il s'agissait du chiot du roi Alpha. L'ombre qui s'avança dans la torche fut plus grande, et l'air salua sa pâleur comme on salue une bannière. Kael. Il apparut, non pas habillé comme un souverain en majesté, mais comme un commandant qui vient de traverser nuits et sièges. La pâleur de son visage n'était ni froide ni édulcorée, elle était une carte d'isolement. Ses yeux se fixèrent sur le chiot, puis sur la femme qui le tenait. Il y eut, d'abord, une colère lente. Une revendication que nul autre qu'un blanc ne saurait briser. Qui ose? Sa voix creusa l'air, mais il n'acheva pas. Dans le même souffle, quelque chose de brut, peut-être la peur d'une perte, fit vibrer ses traits autrement fermés. Alia releva le regard. Le roi Alpha n'offrit pas de préambule. Il vit ce qui pour elle était évident. L'animal vivait parce qu'elle avait plongé. Devant lui, dans la boue et la lanterne tremblante, les deux restèrent un instant en balance. Puis un ordre roula, net comme une pierre tombée. Que l'on lui apporte des torches et des herbes, que l'on retire ce chiot d'ici et que l'on me l'amène. Marius obtempéra, mais son regard vers Alia était mesuré. Il y avait dans le chef des gardes une question qui ne voulait pas s'éteindre. Ils la conduisirent au palais sous un voile d'yeux. Le chemin était bordé par des silhouettes qui se faisaient petits et parlaient à voix basse. Les murs de pierre respiraient une chaleur différente. Là où la forêt porte le chant des bêtes, le palais portait le parfum des encens officiels et des craintes domestiquées. Liora et Bran les attendaient dans la grande salle, leurs visages rationnels ourlés de calcul. Liora, scribe du roi et voix des lois, observa Alia comme l'on lit un parchemin encore humide, avide de trouver une marge à son intérêt. Bran, plus prudent, devina le fil d'une chance à tirer. « Elle l'a sauvé », dit Marius sans fioriture. « Par le fleuve, elle l'a sauvé. » Kael s'approcha. Il ne prit pas le chiot tout de suite. Il le regarda, comme si, en évaluant silencieusement chaque respiration, il pouvait mesurer la dette de celui qui avait osé. Puis, à voix basse,
Plus à lui-même qu'aux autres, il dit « Tu as défié les lois du territoire et tu as sauvé l'héritier. Pourquoi ?» Il n'y avait pas d'accent moral, seulement une curiosité aiguë que la cour n'avait pas entendue depuis des lunes. Alia sentit ses doigts se recroqueviller contre le manteau. Elle n'avait pas l'art de l'excuse noble. « Parce qu'il vivait », répondit-elle simplement. « Parce que je ne pouvais pas le laisser partir. » Elle n'offrit pas son passé comme excuse. La mémoire de sa vente d'enfants et des jours gris où l'on l'avait regardée comme un objet était un parchemin que seules ses veines portaient. Mais ses yeux trahirent la vérité. Elle était une tisseuse de vie. Sauver, pour elle, était plus qu'un choix. C'était une nécessité qui rongeait. Eda, la guérisseuse, s'approcha enfin et posa une main professionnelle sur le chiot. Ses doigts sentaient les herbes et la salive des remèdes. « Les blessures sont anciennes et neuves, dit-elle, les yeux fermés, en pressant une gaze faite d'algues et de phiones. Elle respira le parfum du sang mêlé à l'eau de la rivière que Céléen avait avalée. Il a été frappé par une lame qui porte une marque, la meute des rogues. Mais le mal est aussi de nature magique. Une morsure qui n'appartient ni à la bête ni à l'homme. Son diagnostic fit plisser les fronts des conseillers. Tanin, chef des rogues, avait disparu comme un mauvais songe après l'attaque. On le savait capable d'agir sans gloire pour le prix d'un avantage. Que la meute du roi Alpha ait été atteinte aurait pu déclencher une vendetta. Que l'héritier soit menacé, un jeu dangereux dans une saison où les alliances se nouaient et se défaisaient comme tissus mal tissés. Des murmures d'une sanction, voire d'une mobilisation courut les corridors. Liora calcula les bénéfices d'une position ferme. Bran creusait déjà des scénarios de négociation. Quant à Kael, son regard revenait souvent vers Alia. Il y eut un moment où il vit clairement la fatigue sur son visage, la façon dont ses épaules portaient le manteau, les lignes d'une vie entretenue par des privations. Il prit une décision que nul n'avait attendue. « Alia, dit-il, comme en plus d'une invocation, je réclame que tu restes au palais jusqu'à ce que l'enfant soit hors de danger. Tu as défié un roi et sauvé son sang. Je dois savoir qui t'a appris ces gestes. » La présence de l'ordre fut une chose lourde, mais dans son ton il y avait autre chose. Une promesse qui ressemblait à une revendication. Les mots n'étaient pas ceux d'un seigneur qui enferme, mais d'un père qui veut regarder de près la dette qui lui est faite. Elle accepta, non parce qu'elle cherchait la faveur, mais parce qu'elle connaissait le prix du refus. La meute pouvait se souvenir d'une offense et la repayer au centuple. Mieux valait rester sous l'œil du souverain que de courir et de disparaître comme ce qui se cache dans les taillis. Ainsi entra Alia dans le palais, portant le chiot contre elle comme un cœur interrompu. Les jours suivants furent un petit chassé-croisé de regards et de gestes. Le chiot, Céléen, retrouva la force. Il dormait contre Alia comme s'il reconnaissait en elle un filet de sécurité. Elle lui parlait à voix basse pendant l'éveil, des mots simples qui n'étaient pas des rituels. « Tiens bon, petit, tiens bon ». Quand elle tissait de petites bandelettes pour calmer ses frissons, la tâche vidait sa tête d'images qui revenaient à la surface comme des poupées anciennes qu'on déplie. La main d'un marchand, le froid d'une salle, un nom vendu en échange d'un pain. Ses souvenirs se laissaient caresser, mais à mesure qu'elle employait son don, une autre chose s'érodait. Parfois un visage s'effaçait, parfois un mot glissait hors d'elle comme un oiseau pris dans une tempête. Elle le nota sans grand étonnement, le sacrifice était une loi connue parmi les siens. La magie coûte ce qu'elle répare. Eda fut prompte à observer ce détail. Un soir, lorsque la lune accrochait sa paume au bois du jardin intérieur, la guérisseuse fit asseoir Alia sur une pierre froide et posa des herbes aux odeurs de résine et d'amertume sur ses genoux. « Tu as donné plus que du temps » murmura-t-elle, sans jugement, avec la compassion de qui a vu la même chose se produire une fois de trop. Ton fil se dénoue par endroits, tu perds des bribes de mémoire. Alia eut l'air de comprendre sans surprise. « Je sais, répondit-elle, mais je n'ai pas senti que je pouvais faire autrement. S'il me faut perdre des noms pour en garder d'autres, je les perdrai. » Eda fit ensuite naître un mot rituel qu'Alia sentit comme une couture. Il faut lier ce que tu donnes pour que ton don ne t'effeuille pas entièrement.
Le remède d'Eda n'était pas magique comme celui d'Alia. Il était patient, une chaîne de rites matinaux et de compresses, de chants anciens qui parlaient de l'importance de garder au moins le fil d'un souvenir cher pour ne pas perdre soi-même. Mais chaque lien imposait sa taxe. Tandis qu'Eda appliquait ses soins, Alia sentit, pour la première fois, la marque d'une perte plus concrète. Un pâle trait, comme une brûlure, fine et blanche, longtemps cachée sous sa clavicule. À l'endroit où la peau s'était éclaircie, elle comprit la nouvelle facture de son cadeau. La nouvelle se répandit, à la fois comme un fil qui attache et comme une corde qui sépare. Les gardiens murmuraient que l'on pouvait exploiter son art. Des voix plus attentives craignirent la possibilité d'une arme qui prendrait le prix de la mémoire d'une femme. Liora, qui toujours cherchait la mise en page d'un avantage, proposa des règles, des registres, des permissions, des limitations. Bran, plus prudent, craignit que la bureaucratie tue la spontanéité du geste et créa une industrie de générosité. La cour commença à réfléchir en termes qui n'étaient pas ceux d'Alia. Contrat invisible, obligations publiquement signées. Déjà, certains notables posèrent des conditions. Qui serait autorisé à recevoir une guérison tissée? À quelle fin? Pour la meute? Pour les nobles? La question de l'usage du don fit surgir un débat que personne ne voulait affronter à voix haute. Kael se montra étrangement silencieux. Il avait juré de revendiquer celle qu'il avait défiée, mais ses pas dans les couloirs étaient hésitants. Une nuit, il fit venir Alia dans les jardins du palais, où les lanternes balançaient et les arbres restaient immobiles. Il posa sa main lourde de devoir sur la tête de la jeune femme. Ce geste simple et presque paternel brisa quelque chose dans la cour. Le roi pouvait commander des lois, mais il ne pouvait pas ordonner le cœur. « Tu as risqué la vie pour mon héritier, dit-il, voix basse et sans jugement. Je ne peux pas ignorer une dette faite en sang. » Les mots étaient à la fois un remerciement et une annonce. Il la garderait à son côté, non par jalousie de pouvoir, mais par souci de savoir qui tenait le fil de la vie du chiot. Alia sentit le poids de cette revendication. Être au palais signifiait sécurité, mais aussi le feu des regards. Ce qu'elle avait été, la chose vendue, menaçait de sortir des coulisses comme une ombre que tous connaissaient sans oser nommer. Un matin, un parchemin ancien tomba du coffre d'un intendant. Une note scellée, petite et effilochée, qui portait des noms et des dates. La mention d'une transaction fut trouvée, entr'ouvrant le passé d'Alia comme on ouvre une trappe. Liora lut à voix haute, le papier tremblant presque de curiosité. Vendu à l'âge de 7 hivers. Le silence qui s'ensuivit fut lourd comme un manteau mouillé. Dès lors, la conversation changea. La pitié se mêla à la honte publique. L'intérêt politique prit le pas sur la gratitude. Tanine, apprenant la présence d'Alia au palais, affûta ses alliances. Il savait que si la tête blanche du roi se penchait vers la compassion, la meute des rogues perdrait un terrain précieux. Les rumeurs montèrent. Certains soutiendraient Kael pour la clémence, d'autres y verraient un affaiblissement. Marius, pris entre loyauté et des nécessités, confia à Alia qu'il veillerait à sa sécurité comme il le ferait pour celle du chiot, avec un professionnalisme neutre et une distance juste. Mais sache, ajouta-t-il doucement, les lois de ce lieu ne sont pas seulement des mots, elles se déforment si on les bouscule trop vite. Alia hocha la tête. Elle n'avait pas d'illusion. Elle sentait seulement qu'il fallait choisir le fil qu'on acceptait d'être et accepter le prix qu'il demandait. La tension monta lorsque des émissaires vinrent du nord, des seigneurs qui voyaient dans le don d'Alia une possibilité de gain stratégique. Liora prit la parole au conseil et plaida pour une mesure, que l'on institue un rite, contrôlé, où le don serait offert sous surveillance, avec témoins et serment. Eda secoua la tête. La magie de tissage ne répond pas bien au registre, elle a besoin d'âme. Bran, prudent, proposa un compromis, une cérémonie rituelle où Alia lirait son fil à celui de Céléan devant les yeux du peuple, faisant ainsi du lien un événement public, mais avec des protections pour empêcher l'exploitation. Le choix posait un nouveau dilemme. L'exposition publique pourrait sauver le chiot et légitimer Alia, mais le prix, elle le savait, serait visible et peut-être plus aigu. Alia se retira souvent au long des journées dans les jardins, près d'un rameau d'olivier que le roi affectionnait. Là, elle murmurait à Céléan et étonnait parfois le roi lui-même par la douceur de son toucher.
Le chiot, qui grandissait vite, lui tissait des habitudes. Il traçait des cercles autour de ses bottes, s'endormait sur un coin de ses genoux, et parfois, quand la lune était haute, poussait de petits cris qui rappelaient au mur du palais la fragilité d'un vivant. Alia, devant ces instants, comprit que son art ne serait plus seulement le sien. Il deviendrait une cause publique, un espace où s'affrontaient des volontés. Elle savait que l'épreuve rituelle viendrait bientôt. Elle toucha la marque pâle sur sa peau et sentit, distinctement, le fil qui la reliait à Celéin frissonner comme une note de dernière saison. Le soir précédant la cérémonie, la cour retint son souffle. Des tambours lents frappaient des rythmes anciens, le palais se couvrit d'encens et d'herbes. Eda bouillonnait des décoctions, Liora inscrivait des formules sur parchemin, Bran organisait des témoins et Marius disposa des gardes. Dehors, dans l'ombre, Tanin assemblait sa propre troupe d'hommes en attente d'une opportunité. Alia, quant à elle, s'agenouilla dans la salle rituelle, ses mains posées sur un tissu où avaient été tissés des fils blancs et rouges. Elle inspira l'odeur de cire, de résine et de vie recousue. Celéin reposait contre elle, calme, comme si la paix avait choisi de s'installer dans son sommeil. Alors que le tambour augmentait, Alia sentit la magie venir non pas comme une force étrangère, mais comme une mémoire du monde. Un fil qui ne demandait qu'à être tissé, un chant qu'elle n'avait plus besoin d'apprendre. Mais au cœur de cette ascension, une part d'elle se recroquevilla. Elle savait que pour stabiliser le chiot, elle devrait lâcher quelque chose de profond, et le prix, cette fois, pourrait être plus net qu'une simple bribe de souvenir. La salle se referma autour d'eux, et le monde extérieur sembla retenir son souffle. Les mots rituels furent dits, la corde du temps se tendit. Alia prit une dernière inspiration, et alors que ses doigts commençaient à tresser les fils qui liaient la vie, une souvenance, le visage d'une mère qu'elle avait presque oubliée, se dissipa comme un voile. Elle pressa plus fort, choisissant ce qu'elle voulait garder. Les ténèbres glissèrent, la douleur arriva, sourde et profonde, mais sous elle, comme un brasier qui purifie, une paix commença à descendre dans sa poitrine. Quand ses doigts se détachèrent enfin, Celéin ouvrit les yeux. Il cligna, prit une inspiration qui fut un triomphe silencieux et remua la queue. Les témoins se turent, quelques larmes roulèrent sur des joues de pierre. Kaël se leva, ses mains serrées. Son regard rencontra celui d'Alia, et dans cet échange muet, il y eut une chose qui ressemblait à un serment nouveau. « Je t'ai dit que je réclamerais celle qui m'a défié », murmura-t-il. Et pour la première fois, sa voix courut, et ne fut plus seulement une autorité, elle fut une promesse. La cérémonie pourtant avait laissé sa marque. Alia savait qu'elle avait rendu une partie d'elle-même pour un seul lien. Des morceaux de son passé s'étaient effilochés. Mais elle trouva, au même temps, une étrange liberté. Certains noms qu'elle n'aimait plus avaient disparu, et d'autres, qu'elle chérissait, restaient brodés près de son cœur. Le prix, enfin, s'était matérialisé en une marque fine et blanchie, comme un fil cousu sous la peau. Elle passa la main dessus, sentant la chaleur résiduelle de l'acte. La cour allait désormais devoir décider ce que signifiait cette réparation publique. Des voix s'élèveraient encore. Des lois seraient proposées, des marchands murmureraient d'opportunités, des seigneurs feraient des calculs. Mais la chose irréfutable venait d'être accomplie. Célè respirait, et la preuve de cela était visible dans la façon dont Kaël le présenta à son peuple, le Tchio, fier, rubanant la paix entre deux mondes. Alia, assise dans le jardin au matin suivant, sentit une main se poser sur sa tête. La main était celle de Kaël. Le soleil naissant effleurait la pierre du palais, dessinant une promesse dorée sur les feuilles humides. Il ne dit rien d'abord, il regarda l'horizon avec la gravité d'un homme qui porte un royaume. Puis, doucement, « Tu as donné et tu as reçu quelque chose qui appartient à nous tous désormais. Je ne te garde pas par devoir seulement, je te garde par choix. » Il retira la main et laissa sur elle une chaleur qui n'était pas ordonnée, mais offerte. Alia contempla la marque et, dans le frêle chant d'un oiseau qui entamait le jour, comprit que sa vie ne serait plus la même. Le fil qu'elle avait tissé s'était étendu, il liait désormais des destinées. Devant elle, la cour s'apprêtait à écrire de nouvelles règles.
Dans l'ombre, Tanin ourdit encore des plans. Mais pour l'instant, le chant faible d'un chiot qui promenait sa tête sur ses genoux suffisait. Alia ferma les yeux. Elle sut que la reconstruction serait lente, que des mémoires qu'elle avait laissées tomber seraient perdues à jamais, mais que le monde autour d'elle avait pris une inclinaison plus douce. Et tandis que le roi Alpha préparait des paroles qui changeraient les lois, que Liora et Bran dessinaient déjà des clauses, que Marius serrait ses gardes pour prévenir les coups des rogues, Alia sentit, pour la première fois depuis longtemps, la sensation d'appartenir à quelque chose qui dépassait la solitude de son art. Le fil du récit se tendait encore. La question des usages, des protections et du coût social restait ouverte, et la main de Tanin se mouvait dans l'obscur. On parlerait d'une audience publique, d'un nouveau rite inscrit dans les registres de pierre du palais, et d'une ville divisée entre ceux qui voyaient le don comme espérance et ceux qui y voyaient une nouvelle forme de pouvoir. Mais avant que l'on ouvre les débats, il y eut ce matin calme, cette main sur la tête d'Alia, ce chiot qui reniflait le monde et se blottissait contre sa sauveuse. Le jour se leva, promettant du temps pour réparer, pour combattre et pour inventer. Et dans le cœur du palais, entre les ombres qui ourlaient les couloirs, certains promirent déjà que le nom d'Alia deviendrait un nom que l'on défendrait, que l'on encadrerait de lois et d'honneurs, tandis que d'autres complotaient pour que ce même nom soit marchandisé. Mais pour l'instant, la vie reprenait son fil, fragile, précieux et irrémédiablement tissé à la main d'une femme qui avait plongé pour sauver un chiot. Le jour se leva, promettant du temps pour réparer, pour combattre et pour inventer.